personne qui a quand même, disons, relativement bonne presse des deux côtés de la Méditerranée, tant en France qu'en Algérie. En général, quand on parle d'elle dans la presse algérienne, qui est plutôt de gauche, la presse, en tout cas moi je l'ai connue comme ça, on dit plutôt du bien d'elle. C'est pour ça qu'on se permet aujourd'hui d'en parler en quelque sorte, parce que sinon c'est un pan de notre histoire qui est un peu compliqué. C'est pas, je veux dire, il y a un travail d'historien d'abord à faire et tout ça, avant qu'on se permette, nous, d'en parler comme ça. Mais sinon, merci beaucoup. La parole est au public et je salue l'arrivée de Azdin Qdadouch ici, Timzrit, qui est très impliqué dans ces histoires de mémoire, d'histoire et de culture en général. Merci Azdin Azlamaï. Ça y est, ça y est. Ça marche. Ah. Ben, ceux qui voudraient intervenir, la liste est ouverte. Je vous remercie beaucoup pour l'exposé très passionnant. On a appris beaucoup de choses. Moi, personnellement, je n'ai jamais entendu parler de ces centres sociaux. Je ne sais pas pour les autres. On ne nous a pas appris à l'école. On n'a pas reçu ça. Tout à l'heure, vous avez quand même pu faire une petite liaison avec le contexte actuel. C'est toujours, enfin, le président déchu. Voilà, déchu, c'est ça, Bouteflika, qui est responsable de ce blackout sur, voilà, d'informations sur cette structure qui est quand même très importante. Vous aviez dit que vous n'aviez pas compris pourquoi il a fait ça. Moi, peut-être j'ai une réponse, un semblant de réponse à ça. Eh bien, peut-être que ceux qui ont pris les rênes du pouvoir algérien de façon illégitime après l'indépendance, ils ont eu tendance à faire quoi? À faire toujours les choses mal placées. C'est-à-dire ils mettent toujours en avant cette bêtise que j'appellerais cette mise en avant outrancière de la souveraineté nationale. C'est pas la souveraineté qui est bêtise, hein, c'est cette mise en avant qui est mal placée. C'est-à-dire ils mettent en avant la souveraineté nationale là où il ne faut pas. Donc pour garder ce que vous avez si bien appelé un butin de guerre, une bonne chose quand même qui a été léguée par un colonisateur qui a séjourné ici depuis longtemps. Non, ça on n'en veut pas. Mais quand même ils sont restés esclaves du pouvoir français jusqu'à aujourd'hui. Là ils ne se gênent pas du tout. Voilà, là ici il n'y a pas de souveraineté nationale. Je ne voudrais pas accaparer la parole. Juste un petit truc sur la biographie de Germaine Tillion que je ne maîtrise pas très bien. Ça m'a étonné que vous ne disiez pas, je ne sais pas, est-ce qu'elle n'a pas rencontré Claude Lévi-Strauss? Vous avez parlé d'une rencontre très importante avec Marcel Mauss, mais Claude Lévi-Strauss, ça m'étonne quand même. Apparemment, elle ne l'a pas rencontré physiquement. C'est bizarre, hein, parce que d'après les dates de naissance, ils sont nés et morts presque à la même période. Ils ont vécu, c'est des centenaires tout à l'heure, n'est-ce pas? Vous avez dit 1906, 2009, 2008. Ils se sont... Moi, je n'ai pas trouvé de traces de leur rencontre physique et d'échange entre eux. Alors après, que les écrits de l'un et de l'autre interviennent dans le travail, obligatoirement. Mais ça serait dommage quand même, pour les deux grands esprits de l'anthropologie du XXe siècle. Elle ne pouvait pas l'ignorer. Je ne sais pas s'il y a des intervenants. Monsieur Zaidi, venez. Donc je vais ouvrir la liste. Ceux qui voudraient intervenir... Alors, Monsieur Zaidi, il doit savoir même qu'il y a des centres sociaux sur Béjaïa. Bon, moi j'ai connu les centres sociaux. J'ai connu puisque j'avais même des parents qui étaient dans les centres sociaux. Alors, à l'indépendance, il est vrai qu'il y avait un grave déficit en enseignant dans l'enseignement général d'une façon générale. Beaucoup de ceux qui étaient dans les centres sociaux ont été pris dans l'enseignement. Donc, finalement, on n'avait pas le choix de garder ces centres sociaux, puisqu'il fallait combler le déficit en enseignant dans l'enseignement général. Je suppose que ce n'est pas de façon délibérée qu'on a mis de côté les centres sociaux, parce que ça pourrait prêter à confusion. On pourrait penser que les centres sociaux étaient plutôt du côté du colonisateur. Quand on dit on a balayé d'un revers de la main les centres sociaux. Non, le personnel a été
dans sa majorité, récupérés ou dans l'enseignement général ou dans l'enseignement technique. Ça, je vous parle puisque je suis témoin, et j'ai des parents qui sont aussi bien dans l'enseignement général que dans l'enseignement technique, qui ont même gravi des échelons. Voilà, ça c'est pour le côté centre social. Maintenant, pour ce qui est de Germaine Tillon, est-ce qu'elle a condamné le colonialisme? Parce que j'ai vu, elle parlait de terroristes. Hein? Dans l'interview. Donc, je ne sais pas sa position vis-à-vis du colonialisme. Est-ce que vous avez une idée? Non, là, on retombe. Alors, il y a ce qui a été dit dans le film par rapport au terrorisme. Bon. Mais derrière, on retombe dans quelque chose qui ne concerne pas que Germaine Tillon, qui concerne une quantité de gens. On retombe sur des problèmes je dirais, de nature philosophique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Combien de gens, en 1930, pouvaient avoir un débat sur le colonialisme? Il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. Ce qui prenait le dessus, il n'y avait pas une réflexion idéologique politique sur ce système-là, qui n'était pas propre à la France, hein, parce que bon. Mais il y avait beaucoup plus des réflexions qui étaient de nature humaniste. C'était tel régime ou tel régime. Ça nous dépasse un peu. Par contre, comment vivent les gens, comment vit l'autre en face de moi, qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'on lui apprend, comment il mange, comment il s'habille, etc. Ça, c'était des problèmes. Et on est retombé sur des problèmes, comment dirais-je, qui ont débouché sur des problèmes philosophiques. Le débat qui continue avec Camus, c'est quoi? C'est ça. En grande partie, c'est ça. Camus, son problème, il n'était pas là. De quel milieu il était issu? Quelles études il avait faites? Les questions qui se posaient lui, elles étaient avant toute chose, d'ordre humain immédiat. Mon rapport à l'autre. Alors après, on peut broder ce qu'on veut. C'est vrai qu'après, pour en venir à Camus, bon, on nous ressort toujours la même tarte à la crème. Ah, l'arabe, il n'a pas de nom. Ouais, non, bon. Mais là, vous parlez de Germaine Tillon de 1932. Moi, je vous parle de la Germaine Tillon qui a rencontré Youssef Saadi. C'est cette Germaine Tillon que... Hein, oui, mais ça ne voulait pas dire... Alors, pour que ce soit bien clair, il y a plusieurs... Elle faisait partie de ces gens qui n'admettaient pas cette violence, notamment les attentats. Qu'on soit qu'on soit pour l'indépendance de l'Algérie, oui. Mais après, les moyens utilisés, il y a des gens qui ne les ont pas acceptés. L'attentat du Milkbar à Alger, ça a scandalisé une quantité de gens. Au-delà du problème de l'indépendance ou pas de l'indépendance. C'est quels moyens on se donne pour arriver à nos fins. Alors maintenant, je mets un bémol là-dessus en disant qui me donne l'exemple d'une guerre propre dans le monde depuis que l'homme est sur Terre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, voilà. Mais le problème, on est fier de dire que Germaine Tillon est une résistante. Oui. Pourquoi Youssef Saadi n'est pas désigné comme résistant? C'est ça le problème. Mais monsieur, comprenez bien, ce n'est pas à la France à qualifier monsieur Saadi de résistant. C'est à nous. C'est à vous. C'est à vous de... Eh oui. Ah, très bien. C'est vrai, c'est ça là. D'accord. Donc, elle était une bonne Française. Non, voilà. Non, attendez. On est là dans des problèmes aussi, parce que derrière, il y a ça qui est important, dans des problèmes d'écriture de l'histoire et de trucs. Parler de résistants en France, c'est dans les textes, dans l'imaginaire des Français, c'est très spécifique à une époque donnée. C'est la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Point barre. Après, les Français qui sont morts pour l'Algérie indépendante, on ne les appelle pas des résistants. Ni en France, ni en Algérie. Sauf ceux qui sont morts, c'est des martyrs. 2 ou 3. Ceux qui ont œuvré clandestinement,
on n'en parle pas. Et il y en a. Donc je veux dire, à un moment donné, il y a une écriture de l'histoire qui appartient à chaque pays. En Algérie, vous, Algériens, quand vous écrirez la vraie histoire de votre pays, qui n'existe pas aujourd'hui, et j'espère que vous le ferez, que vous écrirez la vraie, que vous disiez un tel, une telle, sont des résistants héroïques de notre lutte pour obtenir l'indépendance, eh ben oui, c'est vous à le faire. Dire, monsieur Vial, quand Madame Simone Veil est venue à Béjaïa, on nous l'a présentée, Madame Simone Veil, grande résistante. Je ne vois pas pourquoi Madame Germaine Tillon ne dirait pas Yassou Saadi, le grand résistant. Et nous, on l'a dit. Pour Simone Veil, on l'a dit même pour elle. Quand est-ce qu'elle est venue? Le rapport de force. Moi, je pose la question, c'est tout. Hein. Le rapport de force. j'étais pas à la place de ceux qui ont prononcé le discours. Le rapport de force, hein. On est toujours des soumis. Hein. Moi, j'ai envie d'ajouter, je m'inscris, j'ai envie d'ajouter quelque chose. Parce que, à la différence de Camus, Jean-Paul Sartre a signé le manifeste des 121. Je vois Sabrina, là, elle est très contente et tout. Mais Jean-Paul Sartre, réellement, il n'a jamais écrit sur le colonialisme. Il était contre la guerre. Pendant la guerre, il s'est positionné. Mais avant, le colonialisme comme la colonisation, il n'a rien écrit, hein, ni l'esclavage d'ailleurs, ni... je veux dire, c'est pendant la guerre que, bon, il y a eu beaucoup de cris, beaucoup de Français déjà qui mouraient ici, des appelés du contingent, comme tu le dis, c'est là qu'il s'est exprimé. Mais sinon, avant, il était dans son confort intellectuel de philosophe existentialiste. Nous, on était colonisés ici, ils sont balancés royalement. Hein. Voilà. Et l'histoire, même l'histoire officielle algérienne, elle ne le dit pas. Il a signé le manifeste des 121, c'est tout. C'est devenu un héros, quelqu'un de monté au pinacle et tout. Alors, avant 54, il ne s'est pas prononcé du tout. Voilà. Azdin Wakil a demandé la parole. Donc, Zulf Lewen, bonsoir tout le monde. Donc, je suis ravi d'assister malheureusement à la moitié ou bien à la fin de cette rencontre. Donc, j'ai fait demi-tour à partir de Ouadrille. J'ai quitté c'était à Abu Daou. Donc, je me suis intéressé beaucoup à ce point d'histoire des fameux soldats sociaux. Donc, qui étaient quelque part, à l'origine, c'était les Anglais qui ont commencé à construire ces soldats sociaux en Angleterre. Donc, après De Gaulle a installé Germaine Tillon vers 1955 à construire et à suivre le projet, l'évolution et l'accompagnement des soldats sociaux en Algérie dans le cadre de la pacification de la Révolution. Et merci. Non, attention. La première mission de Françoise Tillon en 1936, c'est vrai qu'elle est, dirais-je, suscitée par une association, une structure américaine, mais après, ça n'a plus rien à voir avec les centres sociaux. Il y a le cheminement personnel de Germaine Tillon et ce qu'elle a vécu en étant déportée à Ravensbrück, etc., qui fait qu'en 1955, elle va concevoir ce projet et en faire la demande. Mais il n'y a pas de lien, les Américains n'ont rien à voir là-dedans. C'est pas une idée uniquement de Germaine Tillon. Si, c'est une idée d'elle. Non, c'est pas une idée de De Gaulle, c'est une idée d'elle qu'elle a réussi à faire passer au gouvernement. Le gouvernement n'aurait pas créé ça. Le gouvernement a créé les SAS. Pour les gens qui ne sachent pas l'avenir des soldats sociaux. Donc l'avenir des soldats sociaux, après l'indépendance, ils sont redevenus FAGE et maison de jeunes après. D'accord. Foyer d'animation de la jeunesse. Donc, il y en a dans beaucoup de communes à Béjaïa. Il y en avait à Sidi Aïch, il y en avait à Simone, il y en avait à Timzrit, il y en avait à Sidour, à Tazmal, à Tishir, à Ouqas. Même j'ai fait une quête pour découvrir certains encadreurs survivants. Donc, la majorité d'eux, ils étaient soit orientés vers la formation professionnelle, la jeunesse et le sport, ou bien l'éducation et la culture. Mais malheureusement, au niveau du département de Bougie, j'ai été voir avec la direction de la jeunesse et des sports pour retrouver les traces, les archives. Il n'y en a rien du tout.
ils m'ont renvoyé du côté de Constantine et du côté de Chlef. Même sur Alger. Non. Même à Constantine et à Chlef, vous ne trouverez rien. Et mais c'est donc, en France, ils vont célébrer le 100e anniversaire, le siècle, normalement en 2020. Le siècle, la création des centres sociaux, normalement en 2020. Des acteurs de la région. Ils sont encore vivants. Ils ont enseigné dans les... Il y avait le Faj Fatima Ramdani. وقيلا إلا قال لك هادشي معنا زاد الحبس وين je le connais. C'est devenu une espèce de prison pour... Qui c'est استقبالية شات هضرت زعما تهضر فرنسيتكم معليش هضر استقبالية شوف قلعانيك وسقرا راه مليح الميكرو خاطر ساعات اون فوا كي بورت شي بافاروتي زعما تهضر مراوينا ما جو في ترادوير il va poser une question en kabyle et je vais traduire. بسم الله ثم زوار سلام ربي في الاول مره كي تربعنا اسبوجا يثركي ستيو تورنسي ندادر دينا عن تكتبت يكتب لعبة مرة بدرجة اشتيت اون جينيرال لعبة يكتبن لعبة يخدم لي بياس تياتريين لعبة نيون يخدم الحوايج اللي في فيلم السينما مرة امي ارديا من ومداد بالليك ارديا من باش غادي يحسوا الحوايج لانت الحوايج لانت بارسو كي واشو مارينا الحاجة ماردي سليون اللي غادي يزريون ماشي كيف غادي يزريون اخر ما يسلا تبع كدنا عندي غمكاني صافي دير في تمثال باش غادي حقيون لا تسوار خي مره سواء عن الجزائر عن كيشو تعاشوا بدا مره جينيرال كاع الموند مره ثاني ميرت فهم شوي. Si j'ai compris, je crois qu'il te dit d'où vient ta légitimité pour nous dire ces choses-là. Enfin, il dit comment dois-je faire pour te croire, quoi. C'est ça, non? Alors, je vais... Tu peux venir là pour le traduire. Ahmed, toi, Ahmed. Mais Arwa, هذا شو ثمال؟ Apparemment, si j'ai bien compris ce qu'il vient de dire, comment mettre en avant nos idées à travers l'image, à travers la vidéo, etc. C'est ce que j'ai compris, et c'est tout ce que j'ai compris. Voilà. Alors, pour répondre, il y a deux choses. D'abord, j'avais précisé que, parce qu'il faut être toujours très clair, moi j'y tiens beaucoup à ces choses-là, que je ne parlais au nom de personne d'autre qu'en mon nom propre. Ni un parti, ni un pays, ni une structure, ni personne. Bon. Alors après, pour la partie des centres sociaux, de leur travail, de ce qui s'est passé, au passage quand même à l'indépendance, un bon nombre de personnels qui travaillaient dans les centres sociaux ont quitté l'Algérie. J'en ai rencontré pas mal de l'autre côté de la mer. Bon. Là, j'interviens avec des documents précis. Le journal, on peut le montrer. Les photos faites par mon père, en plus j'ai les négatifs et les tirages, donc je peux les montrer. Sinon, on va de même pour Germaine Tillon. Moi, j'interviens en tant que témoin, jeune témoin, mais on en a suffisamment parlé avec mes parents après pour que je sache et que j'ai pu comprendre un certain nombre de choses. Maintenant, c'est vrai qu'on peut toujours dire « attention », dans l'époque des nouvelles technologies où on fabrique tout et n'importe quoi avec les images sur Facebook et sur les réseaux sociaux, on peut dire ça, ce que tu m'as balancé là, c'est pas vrai. Bon, sauf que là, on n'est pas dans le même, tout à fait dans le même contexte. Et qu'il y a une différence aussi, alors je dis pas pour là, mais d'une façon générale, il y a une grande différence entre une photo fixe et après un film. Un film, c'est aussi un montage, c'est aussi on va y mettre du texte, on va y mettre de la musique, etc. Ceci dit, dans ce que j'ai vu, je remets pas en cause l'honnêteté du travail qui a été fait là-dessus. Hein.
Mais voilà, alors après, les documents, ils existent ou n'existent pas. Moi, je renvoie aussi, parce que ça me paraît extrêmement intéressant et important, y compris aujourd'hui ce qui se passe, parce que moi, j'ouvre une autre parenthèse. Quand je me balade dans les rues de Béjaïa, et que je vois ce que les jeunes sont en train de dessiner sur les murs, moi, je dois dire que c'est pour moi d'abord un grand plaisir, parce que ouf, enfin, il y a des choses qui se disent, puis il y a des choses qui sont belles, et puis il y a des choses qui parlent d'ici, et pas de l'Amérique du Sud, ou de je sais pas trop quel pays. Je fais des photos. Parce que pour moi, ça, je veux les photographier comme un moment d'une histoire qui est en train de se faire, et ce sont des documents. Voilà. J'en ferai pas autre chose, je fais ça. Hein. Alors, j'ai un peu perdu ce que j'étais en train de dire. C'est les dessins qui m'ont... Oui, non, voilà, je voulais en revenir. Il serait si vous ne connaissez pas, voilà, quand on fait des documents, des photos, des films, des coupures de journaux, des interviews de personnes, qu'est-ce qu'on en fait? Alors là, je vous renvoie, parce que pour moi, c'est un document de base, au texte de Jacques Derrida. Hein? Bon, encore un mec qui est né en Algérie. Et sur lequel on a mis une chape de plomb. Absolument. Qui, notamment un de ces textes, en dehors de ces autres textes philosophiques, mais un qui est important, qui s'appelle Texte, image. Non, c'est Image et art, texte et archives. Et c'est extrêmement important parce qu'il a une position très précise et il démontre très bien les choses. Qui fait les archives, avec quoi, pourquoi, comment. Et moi, je trouve ce truc qui nous fait réfléchir. Si Sabrina me permet, je vais lui poser une question. Ah, mais c'est-à-dire s'il y a des gens inscrits, le temps, là, et là, je vais vous voyez. C'est-à-dire, je préfère. Parce que l'indépendance de l'Algérie, vous avez été témoin, même si vous avez été relativement jeune, vous avez quitté l'Algérie, vous aviez quel âge, 12 ans? Non, un tout petit peu plus. Oui, donc 13 ans, 1961. Et après, il y a eu les accords d'Évian. C'est-à-dire, comment devaient se dérouler les choses à l'indépendance. Et les choses ne se sont pas du tout déroulées comme elles auraient dû se dérouler. Ma question, justement, je vous la pose à cause de quoi, à cause de qui, sur qui doit-on rejeter la responsabilité de cet échec? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Mais sinon, j'ai envie de dire quelque chose à votre décharge. Tout à l'heure, il a dit les centres sociaux, ce qui s'est passé après, on n'en a pas profité. C'est-à-dire l'expérience, les enseignants, quoi que M. Zaidi, il a apporté. Il a dit ces gens-là, ils ont été réinjectés dans l'enseignement général. Peut-être que les autorités algériennes avaient préféré, avaient décidé que l'enseignement général était plus primordial, plus important que l'enseignement, parce que la France, elle nous a donné les centres sociaux pour nous apprendre un peu à devenir des plombiers et à greffer des plants d'olivier et pas à devenir médecin. On ne devenait pas médecin dans les centres sociaux, que ça soit clair. Mais donc, la chose là, vous avez dit Bouteflika, c'est lui qui a arrêté ça. Je dis qu'il le disait avant la chute de Bouteflika, lorsqu'il est venu pour les cafés littéraires de Béjaïa, il disait déjà ça. Donc, oui, voilà. Mais sinon, qu'est-ce qui s'est passé dans l'échec de l'après-accord d'Évian? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est-à-dire, à qui doit endosser la responsabilité de l'échec des accords d'Évian? Ça devait pas se passer comme ça. Alors, il y a... Vaste débat, vaste question. Je crois qu'il y a déjà un premier élément. Alors d'abord, il faut que je précise aussi que mes parents donc ont quitté, oui, parce que ça aussi c'est important, ont quitté dans le débat, ont quitté l'Algérie en 1961. Pourquoi? Pas parce qu'ils étaient menacés de mort par la LN, mais par l'OAS. Donc mes parents, membres des centres sociaux, étaient menacés de mort par l'OAS. Et pour préserver la vie de mon frère et moi, sont rentrés. Une petite parenthèse par rapport à ça. Si pour mon père, c'était une déchirure, hein, il l'a vécu toute sa vie, jusqu'à sa mort. Mais lui, il rentrait chez lui.
Ma mère ne connaissait de l'Algérie que Aix et Marseille quand pendant les vacances d'été, de la France, que Aix et Marseille quand pendant les vacances d'été, ils allaient chez mes grands-parents. Et c'était pareil. Sa maman était algérienne depuis 3-4 générations. C'est ce que ça veut dire, quoi. Et c'était pareil pour mon frère et moi. Donc, quand mes parents ont quitté l'Algérie, pour nous, c'était pas on retourne en France. On va dans un pays qu'on ne connaît pas. On connaît 2 villes, en gros. Et je dois vous dire que l'accueil n'a pas été des plus chaleureux. Loin de là. C'est vrai que si mes parents avaient été de riches propriétaires, ça se serait peut-être passé autrement, mais ce n'était pas le cas. Et on n'est pas les seuls dans ce cas-là à avoir eu un accueil plutôt mitigé, hein, on va dire ça comme ça. Le réflexe de ces gens qui sont rentrés, mais je parle aussi bien, alors j'emploie le terme que je n'aime pas, aussi bien les pieds noirs, parce qu'il s'est passé la même chose, que les appelés du contingent, parce qu'un jour il faudra faire la différence entre les militaires de métier et les appelés qui sont venus Belforça ici faire des choses qui... Bon, il y a eu 2 trucs. Il y a eu que arrivé en France, tout ce qui était dans la bouteille, on a mis un bouchon dessus, on n'en parle plus. Il faut s'intégrer ici où on est maintenant. Donc on ne commente plus rien, alors sauf les partis extrémistes qui voulaient que, mais autrement, la majorité des gens dans cette situation-là, on ne parle plus de tout ça. Et ce qui se passe, on s'en fout, ça ne nous regarde plus. Nous, on a assez vécu de trucs comme ça, maintenant il faut s'intégrer ici. Et ça a été valable aussi bien pour les gens dont j'ai parlé, que pour des Algériens qui étaient là-bas, ou qui sont rentrés à ce moment-là. Et je ne parle pas forcément des Harkis. C'est un autre problème sur lequel on pourrait venir, parce que là aussi, à Hassimameh, j'ai eu une expérience, là aussi il ne faut pas en parler, et pourtant elle est réelle. Hein. Donc, te dire qu'après, pourquoi... enfin, pour essayer de répondre à pourquoi les accords d'Évian ça n'a pas débouché, il y a plusieurs éléments. À mon avis, il y a d'abord des éléments qui tiennent d'une sociologie de ce pays, des pays du Maghreb. Parce que quand on demande, moi je l'ai fait à Constantine, quand je demande à un amphithéâtre d'étudiants depuis quand l'Algérie existe, eh bien, personne ne peut me répondre. Et quand vous leur dites, eh bien, la date officielle de création, c'est 1939, ils vous regardent avec les yeux ahuris en disant, c'est pas vrai. Ben, je dis, ben si. Avant, c'était quoi? Avant, c'était un pays, comme l'ensemble du Maghreb, constitué d'un certain nombre de tribus, dans des territoires donnés, etc. Il n'y avait pas une unité. Et ça se vit toujours aussi comme ça, et c'est malheureux. Hein, mes expériences à Constantine, mais pas qu'à Constantine, dans un autre domaine qui est celui du théâtre et du théâtre professionnel, je mets de côté le comité de lecture avec des gens qui ne savent pas forcément lire, parce qu'avant de monter un spectacle, il faut qu'elle ait reçu l'agrément. Et puis après, quand le metteur en scène ose dire « Ah ben pour tel rôle, je pense à tel comédien ou à telle comédienne », la question qu'on lui pose, c'est pas c'est un bon comédien ou une bonne comédienne. Il est d'où? Ah, alors, si on est Constantine, il vient de Batna. Ah non, il faut en trouver un d'ici. Et on le joue comme ça. Bon, ce régionalisme, alors c'est devenu du régionalisme, c'était un truc de... Et je crois que la deuxième partie, donc ça il faut quand même... Et c'est pas un jugement de valeur, hein, attention, qu'on soit bien clair, c'est pas un jugement de valeur, c'est un fait historique, ethnologique. Bon. C'est vrai qu'après là-dessus, il faut toujours remettre les choses dans le contexte de l'époque dans laquelle elle se passe. La guerre d'indépendance d'Algérie a été, pour une grande partie, comment dirais-je, instrumentalisée par 2 bords. Il y a eu le bord soviétique, qui a amené plein de choses et qui a aidé concrètement pendant des années, puisqu'après l'indépendance, on a quand même un certain nombre d'Algériens qui sont allés faire des études en URSS, apprendre du cinéma, du théâtre, de la littérature, tout ce qu'on veut. Bon, il y avait eu cette pression d'un type d'organisation sociale, d'un type de pensée, d'un type de fonctionnement d'une société. Et puis de l'autre côté, on avait l'autre bord, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, etc., qui eux aussi pesaient dans la balance, pour des raisons diamétralement opposées. Ça a donné quoi? On le sait, parce que ça c'est pas un secret, au sein des gens qui se sont battus
pour l'indépendance de l'Algérie, il y a eu des guerres claniques et il y a eu des guerres idéologiques. Et à partir de là, c'était difficile qu'ils arrivent à tomber d'accord sur un ensemble cohérent pour le pays. Donc ça peut partir dans un sens, ça peut partir dans l'autre, ça peut revenir par là, ça peut repartir par là. C'est les suites que nous vivons tous aujourd'hui, hein. C'est pas... Il y a M. Bibi qui a demandé la parole. Zulf Lawal. Je vous souhaite la bienvenue à l'Université de Béjaïa. Merci, monsieur. Je vous félicite pour votre exposé qui est clair et qui est quand même assez historique et qui nous renseigne sur beaucoup d'informations historiques concernant l'Algérie et les centres sociaux. Justement, je voudrais vous poser la question concernant ces centres sociaux. Hein? Apparemment, les gens ne les comprennent pas de la même manière. Donc, les centres sociaux, c'est donc une initiative de Germain Tillian, comme vous dites, et que c'est le gouvernement français qui les a mis en pratique. Donc le FLN ou bien l'ALN, il va dire que ces centres sociaux, c'était pour pacifier, pour intégrer les Algériens, pour pousser les Algériens à ne plus rêver de l'esprit d'indépendance. Ça veut dire, en fait, c'est plus idéologique qu'autre chose. D'autant plus que l'OAS, il veut même pas, ni de l'alphabétisation des indigènes, ni de leur épanouissement social et culturel. Ça veut dire qu'il ne reconnaissait même pas l'Algérien en tant qu'être humain. Ça veut dire en fait, c'est des fascistes qui ne reconnaissent même pas la nature de l'être humain. Donc, vous voyez, est-ce que réellement, dans ces centres sociaux, il y avait cette orientation pour pacifier, pour intégrer les Algériens, afin qu'ils oublient justement cette guerre d'indépendance qui allait déboucher sur la liberté des Algériens? C'est une question. Je vais vous poser encore une question un peu plus intimiste. Hein? Puisque vous êtes né en Algérie, est-ce que vous n'êtes pas un peu algérien? Vous appartenez à cette terre. Parce que l'algérianité, pour nous, c'est une appartenance à une terre, à une histoire, pas plus. C'est-à-dire, quand quelqu'un est né en Algérie, il est un peu algérien. Ça veut dire que quand vous dites, vous, les Algériens, l'histoire, en principe, cette histoire-là, l'histoire algérienne et française, vous allez en faire une synthèse. Ça veut dire que même, vous considérez que Germain Tillian est une résistante à l'occupation allemande, d'autant plus que Youssef Saadi, vous allez peut-être dire qu'il est un résistant algérien. Même s'il a peut-être utilisé les bombes, ce qui n'est pas une bonne façon de lutter, je suis d'accord. Mais l'Arbi Ben Mehdi, le héros algérien, qu'est-ce qu'il a dit? Vous nous dites que vous n'allez pas... pourquoi vous faites des bombes? Il lui a dit, si vous nous donnez vos avions, je vais bien vous rendre, vous donner mon coffin de bombes. Vous voyez, donc c'est un peu un dilemme. Vous voyez, c'est un dilemme. Ça veut dire que les gens, ils tuent. D'ailleurs, Youssef Saadi, vous avez dit qu'il était en train de pleurer. Ça veut dire que même en tuant, il n'était pas d'accord avec lui-même. Mais peut-être c'était la seule solution de faire pour dégager le colonialisme, parce que c'était un colonialisme barbare. Il ne reconnaissait rien du tout à l'Algérien, à l'indigène. Même sa dignité, etc. Et quand vous dites, par exemple, parce qu'il y a des villages chinois tout près de Béjaïa, ils sont complètement détruits par l'armée française. Quand vous, par exemple, dans un bar, on a fait une bombe, on a tué des personnes, c'est vraiment déplorable. Vraiment déplorable, même on va dire condamnable. Vous voyez, peut-être qu'il fallait tuer des soldats armés, mais pas des gens dans un bar ou bien dans un café. Même l'armée française, il a fait pire. C'est des crimes contre l'humanité. Il a détruit des villages entiers en Algérie. Il les a rasés complètement. Donc ça, ce dilemme-là, à un certain moment, il faut regarder l'histoire. Bon, on s'est tous trompés, mais la réalité, elle est comme ça. La réalité, être algérien, c'est comme ça. C'est comme, par exemple, moi, par exemple, je fais la différence entre Albert Camus, qui est un grand écrivain, qui est prix Nobel, qui est né à l'est d'Algérie, etc. Mais quand il dit « je préfère la justice », je préfère ma mère à la justice, moi je dis que je suis un peu déçu par son prix Nobel. Vous voyez, il n'a jamais reconnu que l'Algérie soit demain, un jour indépendante. Contrairement à Maurice Audin, qui était mathématicien, qui était membre du PCA, Parti communiste algérien, et qui était colonialiste. D'ailleurs, il a été assassiné par les Français. Donc il y a cette différence.
Voilà, donc comment il faudrait peut-être aller vers une histoire un peu apaisée, etc. Où on a tous raison, en même temps on a eu tous des torts. Et je vous remercie. Merci, Mohamed Amar. Pour répondre sur une partie de ce que vous avez dit, c'est effectivement assez complexe, parce que je suis né en Algérie, avec du côté de ma mère, des gens nés en Algérie depuis longtemps, et puis, un jour, il faut quitter. Bon, ma première déchirure, ça a été quitter Timelgash, j'étais gamin. La deuxième, c'est quitter effectivement l'Algérie. Bon. Alors après, pourquoi je suis revenu? Alors, quand je disais, il faut recontextualiser les choses. Comme je le disais tout à l'heure, les premières années là-bas, mes parents, silence là-dessus, il fallait qu'ils s'intègrent, etc. Bon, ok. Après, j'avais mes études, ok. Bon, et la vie passe. Sauf qu'à un moment donné, le bouchon qu'on a mis sur la bouteille, ben, il saute. Et moi, ça m'est arrivé d'une façon absolument inattendue. Jamais je n'avais imaginé, il y a quelques années en arrière, que, sauf peut-être en touriste, je reviendrais en Algérie. C'était douloureux, c'était dur, c'était bon. Et puis un jour, il m'arrive un truc inimaginable. J'étais à Orléans à ce moment-là. Et à Orléans, il y a un cinéma d'art et d'essai qui fonctionne. Et, deuxième fait du hasard, la directrice, à l'époque, Madame Dahman, elle est algérienne, d'origine. Elle savait que j'étais né en Algérie, je savais forcément qu'elle aussi, mais nous ne parlions pas de l'Algérie, jamais. On parlait des films, des réalisateurs, des comédiens, de la vie qui se passait à Orléans, des problèmes politiques en général, mais voilà. Et puis un jour, elle m'a dit, bah, écoute, tu viens, voilà, j'ai un truc à vous demander, c'était à la sortie d'un film, dans 15 jours, on fait une semaine du cinéma algérien, ce que vous ne pourriez pas faire, une exposition de photos. Et je dis, mais attendez, moi quand j'ai quitté l'Algérie, je ne faisais pas de photos. Par contre, je fais beaucoup de compositions, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans quelques temps ici, je fais beaucoup de compositions dans lesquelles l'Algérie est présente, et très clairement. Eh bien, elle me dit, vous faites comme vous voulez, c'est bon. En rentrant dans mon atelier, je me rappelle que j'ai des négatifs de mon père, et je me dis, ben, tiens, on va faire la deuxième exposition ensemble, je vais tirer une partie de ces photos et une partie des miennes. Ces photos, c'était quoi? Des écoles dans les coins où il était passé, des paysages, des choses comme ça. On fait ça, sort du vernissage, un gars arrive vers moi, je le vois arriver, je me dis, oh tiens, lui, il vient de l'autre côté. C'est vous qui avez fait les photos? Oui, oui, oui. Ah, voilà, je m'appelle Ben, venez, je veux vous montrer. C'est où ça? Et il me montre une photo. Alors, ça, je sais pas, c'était Ruina, c'était ailleurs. C'est où? Ben, ça, c'est à tel endroit. Ah, je connais pas. Et puis là, c'est à tel endroit. Ah, ben, je connais pas. Et comme ça, pendant une dizaine de photos. Et à la fin, on se met à discuter, etc. Et il me dit, ben, écoute, voilà. Entre-temps, on se tutoie. Et il me dit, écoute, voilà. Dans un mois et demi, je vais du côté de Schleff dans ma famille. Je t'invite, tu viens avec moi, puis tu m'amènes dans ces coins que je connais pas. Ça m'est tombé sur la tête, mais vraiment, un truc complètement inattendu. Et je lui dis, ben oui, d'accord. Bon. C'est vrai que dans mes travaux de photo, il y avait plein de trucs. L'Algérie, mais je n'ai jamais oublié, ça remontait comme ça. Hein, y compris, pour faire rire un petit peu, des trucs qui me sont arrivés avec mon épouse à l'époque, où le matin, au réveil, elle me dit, dis donc, c'est qui cette Nadine là? Je dis, Nadine? Je ne connais pas de Nadine. Ouais, tu lui as parlé cette nuit. Dans mes cauchemars la nuit, ou dans mes trucs dont je me souvenais avec mes copains quand on jouait au foot, au billes ou autre chose, dans la nuit, à un moment donné, j'ai dû en insulter un, Nadine Mouk. Et Nadine, c'est resté Nadine.
qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je suis parti là-dessus, moi. Oui, non, je veux dire, voilà. Donc, le temps passe et nous venons tous les deux dans la région de Schleff. Donc, on fait effectivement notre truc. Et là, je me prends une baffe dans la figure, mais énorme, parce que brutalement, la lumière, les paysages, les ambiances, les gens, l'accueil des gens. Bon. Et le dernier truc, 2 jours avant qu'on ne rentre en France, il me dit, écoute, voilà, je vais au cimetière là-haut, tu veux pas venir avec moi? Je dis, bah oui. Alors le cimetière, il est 2 km ou 3 km à la sortie du village, sur une butte, c'est très très beau. Nous voilà partis là-bas tous les deux. Et puis là, à nouveau, il s'excuse en me disant, écoute, voilà, je vais aller sur la tombe des gens de ma famille. Je dis, écoute, tu prends ton temps, tu vas faire ce que tu as à faire. Regarde, il y a un olivier, il y a une pierre, et je vais mettre mes fesses là-dessus, prends ton temps. Et il s'en va. Et moi, je regarde le paysage qui était en face de moi. Et puis les chardons, et puis les guêpes, et puis les vieilles tombes, et puis. C'est le Warsonie, ça c'est comme la Kabylie. Et au bout d'un moment, je me dis, mais attends, t'es d'une génération, alors qu'est-ce qu'on disait quand on avait 18-20 ans et qu'on a essayé de traîner comme ça longtemps? Moi, je m'en fous. D'où que je vive, pourvu que j'ai le minimum, c'est bon. Et là, je me suis dit, ça n'est qu'en partie vrai. Je ne revendique pas le fait d'être français, d'abord, je n'ai pas fait exprès. Ça ne dépend pas de moi, ni d'une autre nationalité, ni rien. Mais à un moment donné, assis sous cet olivier, en plus symboliquement un olivier c'est pas rien, dans ce cimetière, là aussi c'est pas rien, je me suis dit, mais ta famille, tes enfants, ils n'ont plus besoin de toi en Algérie, c'est ici, en France, c'est ici que tu es né, là il y a la terre, on la sent comme ça au creux de l'estomac, et bien je reviens ici. Et je prends la décision comme ça, je n'ai rien demandé à personne. Quand le copain revient, il me regarde, il me dit, t'as une drôle de tête, qu'est-ce qui t'arrive là? Ben, je dis, ben, écoute Ben, je viens de prendre une décision, c'est tout. Il me dit, attends, avec la tête que tu fais, t'as pris quoi comme décision là? Non, il faut lui expliquer que lui, il est né dans la région de Schleff, mais il vit et il travaille en France. Je dis, ben voilà, Ben, après tout, je reviens ici. Quoi? Tu reviens ici? Mais t'es pas ma boule, mais t'es cinglé, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Tu te rends compte, ici, t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Et je dis, oui, d'accord, ok, mais c'est comme ça. Alors, par rapport à cette notion de nationalité, bon, je ne veux heurter personne, mais je veux être honnête jusqu'au bout et franc. Je n'accorde pas beaucoup d'importance à la nationalité avec tout ce qu'on peut mettre, quel que soit le pays et la nationalité, autour. À un moment donné, la terre, ce qui la compose avec les gens qui sont dedans, ça c'est important. Alors après, ils sont bleus, ils sont verts, ils sont jaunes, ils sont noirs, ils sont... Bon, ça, pour moi, c'est une notion secondaire. Alors, pour en revenir à l'Algérie, je suis revenu dans ce que je considère aussi comme étant mon pays. Alors avec un statut particulier, je suis étranger, donc je ferme ma gueule dans les trucs politiques, et c'est normal. J'assume, il n'y a pas de problème, mais je vis ici, comme tout le monde. Je ne vis pas dans un 4 étoiles à El Biar, ni rien. Bon. Mais souvent, on m'a demandé, au bout d'un moment, parce que quand je suis arrivé à Constantine, les premiers temps, je vais me balader dans la Casbah là-haut, dans la Médina, où j'allais avec ma grand-mère quand j'étais gamin. Puis là, il y a des gens qui me voient passer comme ça. Yeah, tu es touriste? Je dis, bah non, je ne suis pas touriste, à moitié-moitié. Je suis né dans la rue là-bas en bas. Tu es né là-bas? Oh, bienvenue au pays, tu es algérien. Et ça touche, parce qu'en plus, c'est dit comme ça, voilà, spontanément, ça sort comme ça, il n'y a rien d'autre derrière. Alors, dans ce contexte-là, dire je suis algérien, oui, comme beaucoup. Après, derrière, si c'est pour y associer des choses qui ne sont pas, que je ne ressens pas, ou qui ne sont pas de ma culture, ou qui ne sont pas complètement de mon histoire, là, il y a une marge. Et j'aurais pas voulu, parce que souvent on me l'a demandé, on m'a dit, mais enfin,
t'es revenu ici, tu connais le truc, tu fais des trucs à l'université, pourquoi tu ne demandes pas ta nationalité? Je dis, parce que là, c'est une autre démarche. Et cette démarche-là, je ne la fais pas pour l'Algérie, mais je la ferai pour aucun autre pays. Je suis né français par hasard, ce n'est pas de ma faute, mais après, ce pas-là, ben moi, mais j'empêche pas les autres de le faire, hein, que ce soit clair. Je ne porte pas de jugement de valeur. Je dis, moi, dans mon histoire personnelle, ça, je ne le fais pas. Après tout, ma nationalité, je m'en fous. Si je suis ici, que j'ai des relations avec les gens, qu'on peut échanger, qu'on peut construire des trucs, ben, c'est merveilleux, ça me suffit amplement. Je reviens à la charge. Vous aviez projeté une image de ce que vous appelez SAS. SAS. Nous, on dit la SAS. La SAS. Oui, la SAS. Alors, vous non, avez... j'ai pas projeté l'image de la SAS. Si, il me semble que vous avez... Au moment où ils ont parlé de SAS, peut-être. Oui, parce que enfin, vous avez dit qu'on ne confondait pas les centres sociaux et les SAS. Vous avez parlé de SAS. Absolument. Nous, ce qu'on appelle communément la SAS. Oui, la SAS, hein, oui, tout à fait. Alors, vous aviez dit, elle était sous l'autorité militaire, hein, elle s'occupait des affaires administratives, hein, et aussi prodiguer des soins, donner de l'enseignement. Oui, c'est vrai. Mais ce que vous avez omis de dire, moi j'ai souvenance de ces SAS. Il y avait toujours un groupement de harkis rattaché à la SAS. Et ça parce que ce que vous présentez, c'est un peu la mission civilisatrice du colonialisme. On soigne, on éduque, on forme, mais vous avez oublié de nous dire qu'il y avait un groupement de harkis qui était à chaque fois rattaché à la SAS. Donc la SAS n'avait pas bonne presse au niveau des citoyens algériens. Alors, je suis d'accord quand vous dites qui composait les SAS. Hein, il n'y a pas de secret, c'est une réalité. Quand j'en ai parlé rapidement, j'ai dit deux choses. J'ai dit d'une part qu'elles étaient composées de militaires qui les dirigeaient et de personnel, et c'est là que je ne dis pas musulmans, je dis algériens, qui étaient là comme interprètes, enseignants, infirmières, etc., etc. Bon. Donc, j'en ai parlé. Si j'ai pris soin de dire, attention, centres sociaux d'un côté, SAS de l'autre, parce que les SAS étaient, eux, comment dirais-je, un outil, parce qu'ils s'occupaient aussi des affaires militaires et du renseignement. Répression. Hein, et répression. Et j'ouvre une parenthèse à propos de répression, parce que là, je l'ai pris comme une grande claque dans la figure, même si on en rigolait bien. Un ami d'ici, Khaled, un jour de café littéraire, me dit, écoute, voilà, c'est à 4 heures que ça commence, il est que 2 heures, je t'emmène faire un petit tour là-haut, tu verras, c'est joli. Et nous voilà partis dans sa voiture. Effectivement, paysage superbe, la montagne, la mer, tout, bien, bien, bien. Puis, à un moment donné, on arrive pas loin d'un hameau, il me dit, oh, bah attends, si ça ne te gêne pas, on va dire bonjour, c'est sa tante, hein, on va dire bonjour à ma tante, on reste un quart d'heure, après, je dis, bah oui, aucun problème. Hop, on arrive. Et là, entre le moment où il me dit ça et le moment où on arrive, il me dit, oui, il faut que je te dise quand même, ma tante, là, tu verras, elle est âgée, tu sais, elle a été torturée dans la SAS, là-bas. Ah, je dis, ah bon, d'accord. Bon, on arrive, une dame âgée arrive, très belle en plus, avec des yeux, un regard pas possible. Elle nous offre le café et tout, gentil. Et puis ce couillon de Khaled, au bout d'un moment, il me montre comme ça, puis il dit à sa tante, hé, celui-là, là, c'est lui qui t'a torturé. Hein. Ah, et elle, à ce moment-là, elle me regarde comme ça, puis avec un grand sourire jusque-là, elle fait « Non, c'est pas lui !» Non, c'est pour ça que tout à l'heure, je prenais soin de bien faire la différence entre les centres sociaux et les SAS. Les SAS, leur ouverture sur les soins, l'éducation, le machin, etc., n'était qu'une couverture qui permettait d'avoir des centres de renseignement militaire et d'intervention militaire dans des zones reculées.
Et je dois vous dire que le personnel des centres sociaux n'appréciait pas vraiment, loin de là, le personnel des SAS, et dans l'autre sens, c'était pareil. Hein. C'était plutôt... Je crois qu'on peut s'arrêter là, sauf si Farid a envie de dire quelque chose. Oh, bien sûr. Mais... Oh, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et puis, Dadi, lui, il n'a rien contre les harkis, hein, c'est pas comme nous. Hein. D'ailleurs, son ami dont il parle, Ben, qui l'a ramené ici, c'est un fils de harki. Donc, alors quand même, à propos des harkis, une seconde, à propos des harkis, quand même, parce que c'est un problème qu'on n'est pas prêt de régler des deux côtés de la mer. D'accord? Parce que d'une part, ceux qui ont pu aller en France à l'indépendance, eux non plus n'ont pas été accueillis comme comme des braves soldats. Et on sait pertinemment ce qui est arrivé à bon nombre de ceux qui n'étaient pas partis. Ceux qui restaient. Bon, il ne faut pas le cacher. Par contre, parce que là j'ai été témoin justement à Hassimamesh. Bon. Vous avez vu les photos, je vous ai dit, là c'était le bâtiment, ma chambre. Bon. En face, alors d'un côté, il y avait une très grande orangerie, et avec mon copain Snoussi, on était au lycée à Mostaganem tous les deux, malgré les postes de garde, parce que l'orangerie était gardée par l'armée, parce qu'elle appartenait à un riche propriétaire, tous les deux, on passait sous les fils de fer barbelé pour aller voler des oranges. Mais bon, ça, il fallait pas le dire. Et de l'autre côté, il y avait une partie du camp militaire. Bon. Scène à laquelle nous avons assisté avec mes parents. Un beau matin, 3 ou 4 GMC sortent du camp militaire, un AFTRAC devant, un derrière, et la Jeep du lieutenant. Et bon, on ne savait pas où il partait, Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait la tournée de 2 ou 3 douars, qui étaient à une vingtaine de kilomètres de Hassimamesh. Et c'était quoi? Comment ça s'est passé? Quand ils sont arrivés, le lieutenant a demandé à l'interprète « Fais-moi venir le chef du village ». Et là, on tombe dans les trucs fous de l'histoire des hommes. Appelle-moi le chef du village. Alors, le gars, il appelle. Le chef du village, il vient. Barnos, médaille militaire, croix de guerre. Il avait fait la dernière guerre avec l'armée française et il était médaillé. Et quelque part, et on ne peut pas lui en vouloir, assez fier que le lieutenant de l'armée française lui demande, lui, qui avait ces décorations-là. Donc il se pointe. Et là, on lui passe le marché. On lui dit, voilà, on a besoin de mecs en bas. Tu vois les GMC, là? Ils sont remplis de semoule, ils sont remplis de blé. Et alors, à l'époque, aujourd'hui, ça aurait été des iPhones ou des trucs comme ça. À l'époque, c'était les premiers petits postes à transistor à pile. Un grand nombre de... Voilà. Si tu as des mecs qui viennent avec nous, tout ça c'est pour vous. Et ça s'est fait comme ça. Et 4 jours après, il y avait une vingtaine de jeunes entre 18 et une trentaine d'années à qui on avait collé des uniformes ou trop grands ou trop petits pour eux, avec des patogas tout neufs qui leur faisaient mal aux pieds. Et il y avait un sergent-chef qui n'arrêtait pas « Handai, Handai, Handai !» Et les jeunes apprenaient en tournant en rond à marcher au pas avec le fusil sur l'épaule. Ils étaient harkis, ils se sont retrouvés harkis, mais c'est un drame. C'était pas une volonté idéologique de leur part. Ils ont été entraînés dans un mouvement qui les dépassait. Alors après, qu'il y ait dans certains cas des harkis qui aient choisi ce camp-là, en France, on a eu des gens qui ont collaboré avec la Wehrmacht. Bon. Mais je veux dire, le problème des harkis, il est extrêmement complexe parce qu'il y a plein de... Alors, oui, les 2 dernières interventions. Donc, le jeune homme avec un beau chapeau. Et qui c'est encore? D'accord. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci bien pour la conférence, ce débat. Alors, je veux sortir un peu du sujet des centres sociaux. Parce que, comme vous êtes
un français plus qu'algérien. Quand on parle oui, quand on parle de la réconciliation entre la réconciliation. Oui. Alors que on voit dans l'autre côté, dans 2011 ou 2012, le Parlement français a fait passer une loi qui fait gloire au colonialisme. Est-ce que c'est le peuple français qui pense comme ça pour la France officielle? Merci. La question est très précise, hein? Ouais, comme il est. Hein. Alors, je vais répondre tout de suite. D'abord, qui c'est qui a fait voter cette loi? Ah. Sarkozy. C'est Sarkozy. Bon. Alors, vous dire que moi, cette loi, elle me donne envie de vomir, d'accord? À titre personnel. Pourquoi ça a pu passer? Parce qu'en Algérie, en France aussi, oui, je n'arrive pas à confondre les deux pays où je suis, moi. En France aussi, il y a des problèmes qui n'ont pas été réglés. Après la guerre. Problème avec les Algériens qui déjà travaillaient en France, problème avec les Algériens qui sont arrivés là-bas, problème avec les pieds noirs, problème avec ceci, avec cela. Et là-dessus, et c'est là que nos deux pays, par moments, se retrouvent au-delà du temps, la déliquescence des partis politiques anciens. D'ailleurs, aujourd'hui, on le voit bien. La gauche française, ça veut dire quoi? C'est qui? On n'en sait rien. Il faut le foutre au musée, c'est bien. 1936, le Front populaire, c'est important, mais aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Bon. Mais on a l'extrême droite qui remonte comme dans d'autres pays européens, y compris aujourd'hui en Espagne, où ils viennent de faire un gros bond. Hein. Donc, il y a des problèmes qui ne sont pas réglés, et après, on tombe dans la manipulation politique. Parce que quand je fais mes comptes, je me dis, bon, moi, mon pays aux élections, enfin, mon parti aux élections, je vais faire 15%. Si je dis ça, j'ai que 12%. Mais si je dis ça, ah, ceux-là, ils vont voter pour moi, j'aurai 25%. Donc, par rapport à la droite, hein, le parti de Le Pen, père et fille, et puis d'autres partis encore, par rapport à un certain nombre de pieds noirs qui sont un électorat, ou de fils de pieds noirs qui sont encore dans un électorat relativement important, même s'ils ne font pas partie de partis politiques, un truc comme ça, c'est tout bon. Alors le problème, pour moi, le problème, c'est qu'on on dépose une loi comme ça, et les intellectuels ont fermé leur gueule. Je suis grossier, mais ils n'ont rien dit. Alors qu'il y aurait dû y avoir une levée de masse des intellectuels dans Paris et les grandes villes françaises pour dire ce truc-là, on n'en veut pas. Non, on a dit, oh ouais, c'est Sarkozy. Alors, et là, ces trucs-là, ça se passe dans plein de pays en même temps. Hein. Dernière question. Bonjour, monsieur Zouflaouen. En fait, au début de votre intervention, vous avez fait un lien entre la culture celte. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Hein. Oui, mais je pose la question quand même. J'aimerais bien que vous nous donniez une explication par rapport à ça. Entre la culture celte, ou la langue celte, et la Kabylie ou les Berbères. Je n'ai pas compris d'ailleurs. J'aimerais bien que vous nous dites c'est quoi le rapport entre les Celtes et les Kabyles ou les Berbères d'une manière générale. Voilà, c'est ça ma question. Alors, alors je vous ai dit, j'ai une fille qui est donc chercheure en archéologie et particulièrement sur la culture celte. Donc ce sont trucs, pas qu'en France, hein, dans tous les pays où on retrouve des traces et où on sait qu'il y a eu une implantation celte importante. Alors pourquoi? Parce que, et là encore je vais ramener le truc à ma fille, quand je suis arrivé à Constantine, quelques mois après, elle vient visiter, Constantine qu'elle n'avait jamais vue, bien sûr, faire un petit tour. Bon, peu importe. À Constantine, je l'amène au musée Cirta. Donc, musée, pièces archéologiques, un peu de peinture, etc. Et là, je la vois s'arrêter complètement
sidéré devant des vitrines où il y avait des poteries, des trucs comme ça, avec des signes dessus. Et elle commence à photographier tout. Alors d'abord, je dis, attends, oh, toi qui bosses dans ces trucs-là, tu fais des photos dans un musée, tu sais pas que c'est interdit? Après, en rigolant, elle me dit, ouais, mais peut-être pas en Algérie, je sais pas. Je dis, non, tu peux y aller, fais les photos. Bon, sauf que elle travaille souvent avec le musée du Mont-Beuvray, qui est un gros musée de trucs celtes. Et elle me dit, donc je connais ce musée, et elle me dit, regarde, les signes qui sont sur ces poteries, j'ai les mêmes au Mont-Beuvray. Ils sont berbères, les signes? Oui. Enfin, ils sont celtes. Non, non, celle qu'elle a trouvée ici à Constantine. Ils sont présentés comme berbères. Et si on creuse, comme il y a les mêmes de l'autre côté qui viennent du Morvan ou d'autres pays, leur origine commune, c'est certainement celte. Et effectivement, un certain nombre de chercheurs, depuis quelques années, l'archéologie aussi, alors je finis ma phrase, un certain nombre de chercheurs depuis quelques années pensent qu'effectivement, les berbères sont des descendants de Celtes. Comment? Non, non, attendez. L'être humain, c'est une chose. Non, non, attendez. Non. Oui. Non, non, mais attendez, ça c'est une chose, effectivement, on vient de retrouver... Non, non, mais c'est pas... Quand on parle des Celtes... Non, quand on parle des Celtes, on parle d'une culture... Dans la langue aussi. Oui, 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 oui. Mais les Celtes, ils viennent pas de France. Non? À l'origine. Bon. Et donc, ils sont descendus, et on ne voit pas pourquoi les Celtes auraient été plus bêtes que les autres et de ne pas traverser la Méditerranée. Ils avaient traversé d'autres choses. Bon. Alors, aujourd'hui, il y a effectivement un grand nombre de chercheurs qui se posent ces questions-là, mais de la même manière, parce que des Celtes, il y en a aussi en Pologne. Il y en a aussi en Yougoslavie, etc. Enfin, des traces. Il n'y a plus de Celtes, mais les traces archéologiques. Mais, bah oui, il y en a. Mais en France, pas dans toute la France en plus. Hein. C'est la Bretagne qui a été essentiellement. Sauf que l'archéologie aussi. Alors, comme beaucoup de trucs culturels, on a quand même, quand je dis beaucoup de trucs culturels, par exemple un prix Nobel, on a quand même eu un ministre ici qui nous a dit un prix de l'enseignement supérieur, un prix Nobel, ça sert à quoi? Bon, ok. C'est pas grave. Mais je veux dire que tous ces trucs culturels-là ne sont jamais complètement neutres. C'est-à-dire que derrière, on y met, ou certains y mettent toujours des trucs idéologiques et politiques. Et aller dire à certains pays, mais attendez, là, dans cette région, et là, ma fille m'a rapporté des trucs de conférences qui se sont passées là-bas auxquelles elle a participé. Aller dire, par exemple, en Pologne, on a fait des recherches, etc., dans telle et telle région, voilà tel et tel vestige, etc. Donc il y a eu une présence celte ici. Jamais de la vie, nous, on est communistes. Attends, ça n'a pas de rapport. S'il te plaît, mélange pas tout. Oh oui, non, 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 non. Et, hop, on bloque les chantiers, on bloque les recherches. Terminé, on n'en parle plus. Donc moi, je suis assez d'accord. Parce que la musique, ça a été pareil. Il y a 3 ans, l'Institut français fait venir un groupe de jeunes musiciens kabyles. Ils viennent au Novotel, à Constantine. Alors, je ne sais plus le nom du groupe. Ils se mettent à jouer. Et brutalement, je me dis, putain, si je ferme les yeux, c'est de la musique de Bretagne. Et à la fin, je vais voir le responsable du groupe, et je dis, mais dites donc, votre musique, là, vous en connaissez les origines, etc. Alors, il me dit, non, ne me demandez pas, moi, je n'ai pas fait d'études de musique. Alors, ils jouaient tous vachement bien, d'ailleurs. Il me dit, mais voilà, moi, je suis médecin, lui, il est ingénieur, lui, il est ceci, lui, il est cela. On n'a pas fait d'études de musique, donc on ne peut pas vous dire. C'est de la musique qu'on a apprise, qui est de chez nous, mais on ne peut pas vous en dire plus. Mais il y a quand même des similitudes comme ça.
Mais j'affirme pas, hein, je ne suis pas chercheur, moi. Je crois que... Alors, il n'y a pas de souci. Monsieur, j'exprime mal en français, mais je vais essayer de faire... Ah, oui. La politique française, tout le monde, ils connaissent la politique française, elle n'est pas sincère. Elle n'est pas sincère. La politique française, elle fait bien les choses pour son peuple. S'il vous plaît, monsieur, mais il fait la brutalisation et les autres pays colonisés par la France. La SAS, elle est faite comme ça, comme moi, mes ancêtres. Vous êtes une référence de politesse, le peuple français. On prend les Français comme si des références pour nous. Est-ce que le message, lorsqu'on parle comme ça, vous parlez avec quelqu'un, il travaille qu'en français. Est-ce que le message est... استقبالي ثاني استقبالي فرنسا اللي با سانسير اللي هيبوكريت ساعه النفاق السياسي اضرب الميكرو استقبالي بصح خاطي باش اللي با سانسير ومن بعد نكني نلقي ما كاين انا في هذايا شغل ما كان زعما ان فرونسي خير لنا ابو الغرب ولا فرونسي moi j'ai travaillé avec des français. Ça, le peuple français, il est sincère, il est poli. J'ai travaillé avec eux, j'ai travaillé avec les Tunisiens, j'ai travaillé avec les Italiens, j'ai travaillé avec les Allemands, j'ai travaillé avec les Marocains. Les Tunisiens, les Italiens, je peux vous faire, je veux dire sincèrement, Chalimaux. Chalimaux, sincèrement. Les Français, le peuple, il est bien. La SAS, elle est faite faire dormir le peuple par des gens, les rappeler, les gens civils comme vous. Mais pour faire dormir la population. Comme si elle est sympa, Madame la France. Mais contraire, elle fait faire effacer, comme les Arabes qui sont arrivés chez nous. Parce que d'après l'indépendance, qu'est-ce qu'ils ont fait sur ce système? Il a fait, comme c'est notre histoire, 600 Jésus-Christ, avant, il n'y a pas d'histoire. La France, c'est pareil, c'est la même. La France, c'est politique, les Arabes, religieux. C'est pareil, c'est les deux, l'hypocritement, les deux. Aujourd'hui, même vous êtes de le même fléau. Faire dormir les gens comme si la France allait faire du bien à nous. Les gens comme vous. Toutes mes respects à vous, monsieur. Je te blesse, mais je veux dire, moi, je suis un homme radical. Le blanc, c'est le blanc, le noir, c'est le noir. Il n'y a pas de gris ou de crème. Mais je sais, le blanc, c'est le blanc, le noir, c'est le noir. Il y a une chanson qui dit à ce système, je te demande gentiment, rende-moi ma liberté. Moi aussi, dans cette ville, la ville de Bougie, c'est un bastion de la démocratie, et la démocratie et de la liberté. Je demande, Madame la France, gentiment, de nous rendre notre histoire. Merci, monsieur. Ok, merci. Ah ben, il a dit que vous êtes des colonisateurs, comme le sont les Arabes, tout le reste, c'est du pipeau et tout ça. Il a dit, je demande à Madame la France de nous rendre notre liberté. Voilà. Notre histoire, voilà, notre histoire. Donc, c'est le problème des archives. D'accord. Il a dit le peuple français, il n'y a aucun problème, c'est un peuple civilisé et tout et tout. Alors, Farid. Ok. Ok, une faible. Je ne sais pas si on a encore le temps de... Sinon, je retire ma question. Non, elle est bonne. 2-3 minutes, on ne va pas les tuer, nous attendre un peu. Hein. Moi, je veux interroger le... Voilà, ce personnage qui fait partie de la déchirure de cette histoire commune de l'Algérie et la France. Donc, beaucoup de personnes qui sont parties, qui sont nées en Algérie. Je vous parle en termes
un peu ethnologique, parce que je sais que vous êtes assez bien branché par rapport à cette science humaine. Donc, est-ce que vous ne considérez pas que tous ceux qui sont partis un jour, ils sont partis parce qu'on leur a demandé de partir, ils étaient obligés de partir, est-ce que ce ne sont pas des gens qui sont restés comme étant des personnages liminaires? C'est-à-dire, ils n'ont pas pu accéder au stade de l'agrégation. Et votre retour, par exemple, en Algérie, est-ce que ça ne constitue pas, du point de vue ethnologique, votre stade d'agrégation? Voilà, je vous remercie. Utiliser le mot liminaire. Je fais des choses. Je parle du personnage liminaire, c'est-à-dire c'est symbolique. Hein, on recherche ces personnages liminaires dans les œuvres littéraires, bien sûr. Mais du point de vue anthropologique, ethnologique, Verdier, qui est ethnologue, anthropologue, nous dit il y a le stade préliminaire, il y a le stade liminaire, il y a le stade d'agrégation. Je parle des rites de passage. C'est le traitement des rites de passage. Alors, je vois qu'il y a souvent un rite de passage. Il y a des rites qu'on nous impose, mais des rites qui sont, entre parenthèses, qui ne sont pas naturels. Alors, le rite de passage, c'est-à-dire des Algériens, des gens qui sont nés en Algérie et qui sont passés en France par force, c'est un rite qui est très mal vécu. Et donc, les gens n'arrivent pas à accéder au stade de l'agrégation. Est-ce que votre retour en Algérie ne constitue pas votre agrégation du point de vue ethnologique, je parle? Merci Farid. Préliminaire, j'ai compris liminaire. Là aussi, c'est dur à répondre. Il me faudrait mon psychiatre à côté de moi. Non, mais je crois que c'est compliqué. C'est vrai que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le moment où on se rend compte que dire moi je suis en Pologne, en Chine, n'importe où, c'est très bien, je m'en fous, c'est pas grave, pourvu que j'ai le minimum, bon, que ça tient sur un certain nombre de choses, et puis que brutalement ça ne tient plus quand la rencontre et le retrouvaille avec la terre. Bon, ça c'est un truc extrêmement important. Après, la deuxième chose, pourquoi le retour ici? Et les choses sont liées. À partir du moment où je prends conscience de ça, et où je me dis, après tout, ce pays, c'est aussi le mien, mais surtout, alors c'est pas en termes de mes propriétés, mon mal. Bon, j'y retourne. Et quand j'ai essayé après d'analyser le pourquoi je reviens ici, il y avait deux trucs. Il y avait effectivement cet appel de la terre, et puis derrière, il y avait brutalement, parce que je connaissais quand même, enfin je connais toujours forcément un certain nombre d'Algériens qui vivent, la dernière ville où j'ai passé plus de 15 ans, c'est Orléans, qui vivent là-bas, qui s'occupent d'associations, etc., dont une partie se sont retrouvés en France au début des années de terrorisme, d'ailleurs. Bon, je me suis dit, mais finalement, bon, tu retournes là-bas, tu vas y foutre quoi? Tu vas y faire quoi là-bas? Tu vas t'asseoir sur un carton, sur une marche, avec un petit gobelet de café, tu vas attendre que ça passe, ou là, tu fais autre chose? Bon. Et là, en moi, ça a été, c'est pour ça que les choses sont liées, ça a été le fait de me dire, eh ben, ici, donc en France, puisque j'étais encore là-bas à ce moment-là, tu as appris un certain nombre de choses. Tu as fait des études de ceci, tu as eu des responsabilités de cela, tu as travaillé avec des universitaires de machin, tu as fait des expos photos, tu as fait des livres, tu as fait des... Bon, tu as appris des choses. Et bien ce que tu sais, ben, tu fais comme tes parents, leurs collègues, leurs amis, tu le transmets, alors dans ma tête c'était ça, en priorité à des jeunes là-bas. Et pour moi c'était un petit peu continuer. Alors bon, il y avait la présence forte de mes parents, c'est certes, mais je disais, tout à l'heure quand je disais l'importance des enseignants, des instituteurs et des gens de culture, etc., c'était ça, c'était de me dire, bon allez, tu te remets dans cette lignée-là, tu fais comme eux, simplement. Alors, en étant lucide, si mes tripes se nouent quand je reviens ici, je sais pertinemment que 80% de ma culture
Elle est française. Et elle est occidentale, parce que ça dépasse simplement les trucs. Moi, ça ne me gêne pas, dans la mesure où je me dis, les cultures, elles ne sont pas faites pour se battre, elles sont faites pour se rencontrer, échanger. Et qu'à partir de là, on peut construire ensemble autre chose. Et je dois dire à ma grande joie, parce que ça, même si après, idéologiquement, il y a eu d'autres problèmes avec des gens investis de pouvoir, mais avec les étudiants, hein, pour une petite anecdote rapidement, un des profs de l'école normale supérieure à Constantine me dit, écoute Armand, voilà, j'aimerais bien, si tu es d'accord, t'animes un atelier théâtre à l'école normale supérieure. Je dis, écoute, ok, pas de problème. Je dis, mais attention, je mets quand même un certain nombre de conditions. Bon. Il me dit, écoute, ça c'est ton problème, tu vois. Arrive le jour, il réunit le groupe, il y avait une vingtaine d'étudiants et d'étudiantes, et je leur dis, écoutez, voilà, moi, je ne vous montrerai pas une pièce de... Enfin, nous ne montrons pas ensemble une pièce de théâtre sur Yugurta, ou la Massénissa, ou la Salah Bey, ou... Je n'ai rien à foutre. Que les historiens fassent leur boulot, mais pour moi, le théâtre, c'est pas ça. Deuxième truc, est-ce que vous avez, vous, une pièce de théâtre à me proposer? Silence absolu. Et je leur dis, bah, écoutez, très bien, à ce moment-là, on va faire ça. On va faire un travail d'improvisation à partir des thèmes qui vous intéressent, vous, des choses que vous avez à dire, vous. Et pas quelqu'un d'autre, vous. Groupe, là, vous. Alors, ils m'ont regardé avec des yeux comme ça parce que, pour la première fois, on leur disait, vous avez le droit de parler. Au sein de l'école. Ça a été merveilleux. La pièce qui s'appelle les cartons de l'abîme et l'autre après, le clown et les comédiens, c'est issu de ce travail de théâtre-improvisation où ils me faisaient part de leurs préoccupations, de ce qu'ils vivaient, du quotidien que je connaissais, puisque on vit la même chose, je voyais bien. Enfin, la même chose, on vit dans le même contexte. Donc je voyais bien. Et là, pour moi, ça a été un grand truc. Et quand je leur ai dit, après, forcément, je leur ai dit, écoutez, on fait le travail d'improvisation, moi j'écris, je vous le soumets. Mais, je l'écrirai en français, mais quand on jouera, et là je vous demande pendant le travail de répétition de faire ce travail-là, je veux qu'une partie de ce texte il soit en arabe dialectal. Il y a des expressions qui sont beaucoup plus fortes en arabe dialectal qu'en français. Et je veux que vous les... Et ils l'ont fait. Et ça a été un moment très très chouette, bon, ils ont donné ce spectacle, d'échange, de rencontres, de pourquoi tu fais ça, pourquoi tu as dit ça, et moi je le verrais plutôt comme ça. Voilà. Et ça, moi, c'est des moments super. Et je me dis, bon, ce sont ces moments-là que nous devons, à cette période, enfin, dans les temps qui courent en plus. Alors, il n'y a pas que la politique interne de l'Algérie. Il y a comment le monde est en train de tourner. J'en reviens toujours à ça, je dis, la culture est un élément essentiel dans nos luttes sociales, politiques, etc. Et si en France, et je finis là-dessus, si en France aujourd'hui on a un peu cette espèce de truc un peu flou comme ça, où tout le monde veut tout de suite, parce que dans les Gilets jaunes il y a de tout, hein, bon, ou en même temps le rejet d'une génération, il y a le rejet d'un certain nombre de partis politiques, il y a le rejet de trucs, il y a la mainmise du pognon comme partout ailleurs surtout. Moi je continue à dire, parce qu'en France le dernier ministre de la Culture digne de ce nom, c'était Jack Lang. Après la suite, hein, pardon. Alors, c'est pas bon, c'est les gens qui sont en cause, ils étaient responsables, mais qu'est-ce qu'ils ont fait en termes de culture? Rien, ce qui rapporte du pognon. Alors c'est vrai que c'est dangereux de donner au peuple, entre guillemets, de donner au peuple, quel que soit le pays, hein, les moyens de réfléchir, les moyens de s'instruire. Lui donner les moyens de prendre ses décisions, lui, dans sa tête, en fonction de ce qu'il pense, c'est vachement dangereux pour un système en place, quel qu'il soit. Donc si on leur dit, écoutez, vous avez les tablettes là où vous faites des échanges sur vos trucs, allez-y, allez-y, on va vous passer la guerre des étoiles, hein, et puis le reste, vous en occupez pas, c'est pas pour vous. On arrive à des situations comme ça. Alors, merci. J'ai envie d'inviter Sabrina demain à modérer la rencontre avec les femmes. Donc demain, dans le même espace, nous recevons un groupe de jeunes femmes féministes. Non, je ne vais pas porter des soutifs pour... ça va être